Hello les amis, alors aujourd'hui une vidéo foire aux questions en cette fin de semaine qui a été assez intense, nous concernant, avant de repartir dans nos tours de plaine avec nos partenaires la semaine prochaine. Et oui, ça y est, le beau temps est revenu. Alors au programme, je vais répondre à certaines de vos questions comme comment gérer le soufre sur toutes les cultures et le magnésium dans tout ça, comment l'utiliser. Les biostimulants en ce moment, est-ce que c'est vraiment utile? La gestion des prairies en fertilisation, on va faire très simple. Et puis, en fin de vidéo, on parlera d'un petit retour du Salon de l'Agriculture, où, comme vous le savez, nous sommes intervenus donc avec Sarah Sangla et Marc-André Sellos, donc au sein du SIAPRO, avec plusieurs interventions. Et il y aura même un bonus, puisqu'il y aura aussi une vidéo des interviews sur le grill de Jean-Baptiste de la chaîne Sous l'Hangar. Et puis pour finir, quelques mots sur la prochaine vidéo Zoom de l'expert. Et oui, il y a beaucoup d'actualités qui sort justement demain. Alors les amis, si ce petit programme bien alléchant vous intéresse, c'est parti, vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam, c'est toujours moi! Alors avant de répondre à l'ensemble des questions que vous m'avez posées dans cette vidéo, en tout cas une partie d'entre elles, j'aimerais juste revenir sur les 3 premières vidéos qui ont été faites sur l'approche globale du sol à la plante, et notamment la dernière, qui était une sorte de mise au point, un petit peu entre guillemets, le petit professeur se met en colère pour essayer un petit peu que tout le monde se rende compte qu'il faut un minimum d'investissement pour comprendre les choses, c'est-à-dire bien regarder les vidéos dans leur entièreté, pourquoi pas regarder la description avec les listes des vidéos que je vous mets à regarder si vous ne les aviez pas regardées, car lorsque l'on veut avancer techniquement, il faut que les choses s'imbriquent les unes aux autres au fur et à mesure du temps, et on ne peut pas tout revoir de A à Z. Et finalement, mon énergie dépensée dans cette dernière vidéo, la numéro 3 sur l'approche globale du sol à la plante, était surtout à l'encontre de gens qui finalement ne participe pas à faire avancer le monde agricole en compliquant les choses pour les agriculteurs, et bon nombre d'entre vous continuez de me le témoigner, me l'ont témoigné aussi au Salon de l'Agriculture lors de nos rencontres. Eh bien c'est une réalité, il y a des intervenants aujourd'hui qui parfois compliquent trop les choses. Ça n'enlève pas leurs compétences, mais parfois c'est trop compliqué pour une utilité concrète sur le terrain qui est souvent égale à 0. Et ça c'est important, donc de revenir à des fondamentaux et à la compréhension des choses. Et je pense qu'on n'aura pas assez d'une vie pour essayer de faire passer ce message. Il faut comprendre les choses pour sortir des modes d'emploi. Donc n'hésitez pas à poser des questions, c'est pas contre vous que j'ai fait cette vidéo, c'est bien pour un petit peu justifier le fait qu'il vous faut aussi bien écouter les choses, bien lire ce qui vous est proposé, bien lire aussi d'autres informations que vous recevez par ailleurs pour justement ne plus dépendre d'avis, mais bien avoir compris les choses. Voilà, cette introduction étant faite, je vais répondre donc à la première des questions que vous m'avez posées. Comment gérer le soufre sur toutes les cultures? Alors, il y a 2 ans sur la chaîne, nous avons fait une vidéo sur les différentes formes de soufre, que je vous invite bien sûr à regarder, puisque je l'ai déjà mise dans les descriptions plusieurs fois. Alors, c'est une vidéo assez simple, mais en gros, on a 4 formes de soufre à notre disposition, je n'y reviens pas, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme les autres éléments de nutrition de vos plantes, les éléments majoritairement, sauf peut-être le manganèse, mais on ne rentre pas dans le détail, sont absorbés sous forme oxyde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'oxygène dans votre sol, cette transformation ne peut pas avoir lieu. Et si vous apportez des produits soufrés directement sous forme oxydée, c'est-à-dire des sulfates, ils peuvent, lorsque le sol n'est pas assez aéré, se rétrograder, c'est-à-dire sous une forme sulfure, c'est-à-dire que l'oxygène peut être utilisé par les animaux entre guillemets du sol, mais ça on y reviendra lorsque l'on parlera de la matière organique. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas très compliqué ce que je vais vous dire, c'est juste que comme la forme disponible est lessivable, eh bien on va faire ce que l'on fait avec l'azote, on va fractionner les apports de soufre, c'est tout simple. Et d'autant que le soufre est un gros consommateur de matière organique, alors en mettre beaucoup en tout début de saison, avec des engrais mal titrés, des 24-24, des 24-18, des 27 je sais pas quoi, ça ne peut pas coller, car vous mettez tout le soufre à un moment où il a des grandes chances de se rétrograder, et avec un impact sur le sol très fort. En plus, on observe cette année que le froid perdure, c'est-à-dire que nos sols restent froids. Alors si on a déjà amené un peu d'azote soufré, on va en perdre qu'une petite partie. Mais on a encore derrière des retours de soufre qui vont se faire. Pour tous ceux qui mettent tout d'un coup dès le premier passage, eh bien vous vous doutez bien que c'est pas ce qui va se produire. Alors à partir du stade épi 1 cm, les besoins en soufre passent de 200 grammes en gros à l'hectare pour une céréale, à presque 1 kg par jour à l'hectare pour notre culture. Donc c'est important d'accompagner ces besoins. Alors pour les autres cultures de printemps,
qui peuvent être semés, les pois, les maïs, les tournesols, etc. dans les semaines à venir, plus on va aller avancer en saison, plus on a un réchauffement du sol, plus le soufre est disponible. Il n'y a rien à dire, il doit se rendre disponible, comme je le disais, dans la matière organique. Mais il est parfois utile par des semis précoces. Les betteraves sont semées au mois de fin février parfois, au mois de mars dans certaines régions. On sème de plus en plus tôt, il faut le reconnaître, avec un constat que ça améliore parfois les résultats au bout, mais c'est une prise de risque souvent dans des sols plus froids. Et là, le soufre n'est pas toujours disponible. Et comme c'est un bon minéralisateur, on conseille, nous, entre 15 à 30 unités de soufre sur l'ensemble de ces cultures au printemps, les orges de printemps y compris, notamment dans des sols froids, c'est encore plus vrai. Alors, les meilleures formes de soufre, on en parle dans cette vidéo, mais nous, on cautionne beaucoup le sulfate de calcium, donc qui est présent souvent dans des azotes soufrés, qui est très intéressant, qui peut être aussi présent dans des engrais composés d'autres éléments, de phosphore parfois, d'un petit peu de potasse, un petit peu d'azote, ça arrive aussi, donc c'est un petit peu des engrais starter, donc c'est souvent le sulfate de calcium qui est utilisé. Le sulfate d'ammoniac a un effet plus court dans le temps et plus violent, il a un effet sur le sol aussi, de variation de pH plus forte, ce que n'a pas vraiment le sulfate de calcium, il tamponne un petit peu l'acidité et la variation de pH, on a vu que c'était surtout ça dont je vous ai parlé sur les formes d'azote, c'était l'impact sur les sols, pas leur efficacité. À la limite, toutes les formes d'azote fonctionnent plus ou moins bien, avec plus ou moins de pertes, mais l'impact sur le sol, ça, pas grand monde vous en parle, et c'était ça l'objet des 3 premières vidéos. Alors, il y a aujourd'hui un soufre liquide qui vous est conseillé pour limiter la volatilité, c'est le thiosulfate. Sachez qu'il n'est pas disponible, c'est important de le dire, donc il va lui aussi, comme l'azote que vous avez apporté avec, comme l'urée, comme l'ammoniac, avoir un temps de transformation très long. Et si on n'a pas le printemps voulu, pas assez de pluviométrie, etc., eh bien ça va pas bien se passer. Donc quand on vous propose des produits non lessivables, sachez qu'ils ne sont pas disponibles. C'est un truc simple à retenir. Donc voilà. Sur le soufre, en gros, ce que l'on peut dire. Donc pensez-y, pensez à le fractionner, à l'associer avec des engrais titrés en gros 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire des 29 plus 9, des 27 plus 9, en engrais liquide des 39 plus 11, des 37 plus 12, et ça existe. Secouez un petit peu vos fournisseurs. Toutes les grandes marques d'engrais, Yara, Borealis, Fertiberia, Latitude, etc., ils font tous de l'engrais soufré aujourd'hui. Et si vous regardez les fiches sécurité, c'est souvent du sulfate de calcium. Donc pensez-y, car ça va vous changer la vie, vous limiterez les passages. Par contre, si vous apportiez jusque-là de la késyrite ou du Berimag, donc qui est du sulfate de magnésie, du soufre et de la magnésie, c'est vrai que vous ne gérez pas la magnésie. Alors justement, je vais répondre à la deuxième question que vous m'avez posée sur le sujet. Alors, le magnésium, comment l'utiliser? En général, dans un sol bien aéré, avec une bonne gestion des bases, puisque la magnésie peut être considérée comme une base, on n'a pas de problème de magnésium. En général, les problèmes de magnésium viennent tout simplement d'excès d'autres éléments, et notamment du potassium. Alors pour faire simple, nous la magnésie, lorsqu'on gère le soufre avec l'azote comme on en a parlé, pour les cultures où l'on n'apporte pas d'azote, on peut gérer le soufre avec un petit peu de sulfate de calcium, pourquoi pas, ou alors avec du sulfate de magnésie. Le magnésium n'est jamais négatif, même en excès, pour pas dire d'en apporter alors qu'il y en a déjà, c'est pas vraiment un souci, puisque là on l'apporte sous une forme disponible. On peut entretenir la magnésie de 3 façons, avec les amendements basiques, qui peuvent contenir avec le carbonate de calcium de la magnésie, donc ça c'est le moyen le plus fiable, avec un effet dans la durée, etc. Si vous gérez bien vos bases, en général, vous n'avez pas à gérer la magnésie. Par contre, il peut être intéressant de la gérer en foliaire, notamment avec du sulfate de magnésium lorsque vous intervenez en pulvérisation, 20 à 30 kg par an, de ce qu'on appelle du sulfate de magnésium. Il y a plusieurs marques, mais la plus connue étant l'Epsotop, le sulfate de magnésie technique, qui a un intérêt sur la fonction chlorophyllienne, sur la dynamique, puisque c'est vraiment le rôle de la magnésie, c'est vraiment dans la chlorophylle. Maintenant, ne vous leurrez pas, tout ce qui est apport foliaire, lorsque votre sol ne respire pas, qu'il est battu, qu'il a justement, il a souffert des aléas climatiques par manque de solidité, par manque d'activité biologique, eh bien il est clair que vous souffrirez malgré tout de problèmes de disponibilité de magnésie. C'est le blé qui bleuit, c'est tous ces aspects-là, des maïs qui avec le froid justement démarrent pas bien. Voilà, c'est une rétrogradation de cette magnésie qui est sous une forme, encore une fois, oxyde, je le redis, mais tout ça on en parlera bien dans le détail, dans la matière organique, dans les transformations de la matière organique, et vous comprendrez pourquoi de gérer l'engrais de manière en ayant bien compris comment ça fonctionnait, peut vous éviter d'accentuer des phénomènes qui se passent déjà mal dans votre sol. Voilà, c'est très très important à comprendre. Donc voilà, donc en gros la magnésie, on peut la gérer avec les amendements, on peut la gérer en foliaire, en gérant le soufre à part, et on peut la gérer aussi avec de l'oxyde de magnésie qui peut s'apporter après la moisson pour plusieurs années, mais ça c'est un produit qu'on peut trouver seul, qui coûte pas très cher, qui a un effet sur plusieurs années.
Mais voilà, je pense que c'est mieux de le gérer en amendement et de bien regarder dans vos analyses que parfois simplement en diminuant la potasse, vous allez libérer un stock de magnésie important. Et justement, quand on parlera des engrais de fond, vous verrez que la potasse, en général, vous en avez tous. Voilà, et que peut-être justement on peut faire mieux et autrement. Alors on va répondre justement à une autre question. Mes plantes sont en mauvais état en ce moment. Est-ce qu'il y a un intérêt à apporter des biostimulants? Eh bien on en parle tout de suite. Ah, les biostimulants. Il y en a du monde au portillon, il y a des startups de partout, il y a de l'argent qui est dépensé pour cet avenir, Oligoplus, etc. On peut en citer un tas d'entreprises dans ce cas-là. Alors, moi, c'est pas moi qui vais dénigrer le fond, hein, les produits, etc. Bien évidemment qu'il y a un intérêt à apporter des éléments équilibrés. On a parlé dans des vidéos précédentes des 32 éléments nécessaires aux plantes. Évidemment, lorsque l'on n'a jamais amené, à part les éléments majeurs et quelques-uns en plus, ben on a fait quoi? Une petite liste de 6-7 éléments maximum. Eh bien, il en reste plus d'une vingtaine qu'on n'a jamais apportés et qui pourtant sont parfois exportés au quotidien par nos plantes. Et évidemment, on pourrait penser qu'en amener de manière régulière, ça pourrait être une solution. Sauf que, j'insiste bien, l'absorption foliaire est très partielle et très compliquée à gérer. Elle va dépendre des conditions, évidemment, de pulvérisation. Il va vous falloir maîtriser ces techniques pour améliorer au mieux les efficacités de ces produits, mais malgré tout, ils ne compenseront jamais, et j'y tiens, jamais, ce que le sol fournit. C'est le sol le maître mot de tout ça, et en tout cas, c'est notre objectif à nous. Lorsque le sol est bien aéré, lorsqu'il fonctionne de manière biologique, lorsque l'on fait des recyclages avec des plantes de manière régulière, etc., je pense que tout ça, c'est des petits détails qui coûtent souvent très cher. Donc en ce moment, avoir des cultures qui peinent, comme je peux voir les publicités sur les réseaux sociaux, et acheter des biostimulants, blablabla, honnêtement, laissez faire la nature, hein, un ressuyage de vos sols, le soleil qui arrive, les températures qui remontent, et avec ou sans biostimulants, vous verrez que les choses vont souvent s'améliorer. Alors, ça ne veut pas dire que d'apporter parfois quelques oligo-éléments, des complexes à base de produits type maritime ou autres, peuvent avoir des intérêts, mais pensez quand même toujours économique. On ne peut pas avoir des biostimulants aujourd'hui qui coûtent plus cher qu'une protection totale fongicide sur nos céréales. Je donne un exemple concret. Donc soyez vigilants. Des produits simples, amenez un tout petit peu de cuivre à certains moments de l'année, amenez un petit peu de phosphore liquide pour compenser un petit dysfonctionnement temporaire de sol. Pourquoi pas? Mais lorsqu'une plante est en mauvaise santé, qu'elle se nourrit mal, les absorptions foliaires sont encore plus réduites. Donc en clair, on est plutôt dans l'anticipation des problématiques et avec des éléments simples qui valent 5 € du litre et on va dépenser au mieux 10 € de l'hectare. Ça, c'est acceptable puisque lorsque l'on fait des essais longue durée sur plusieurs années consécutives, eh bien il y a une année où le biostimulant est extraordinaire et après on se tape 4 années où ça nous coûte de l'argent. L'objectif, je vous le rappelle, mais ça vous devez quand même en avoir une certaine idée, ça n'est pas juste d'assurer les choses et puis de juste faire égal à 0 en ayant acheté 40 € de produits à l'hectare. Donc voilà, il y a sans doute des pistes à suivre qui d'ailleurs avaient été ouvertes par beaucoup d'entreprises il y a parfois plus d'une quarantaine d'années et souvent moquées à l'époque. Évidemment qu'il y a des réflexions à avoir sur des sols déséquilibrés et qui finalement ne fournissent pas les oligo-éléments et les minéraux complètement, dans une ration complète, mais c'est souvent à notre humble avis, davantage lié à des fonctionnements de sol qu'à des produits miracles à apporter en surface. Donc pensez à des choses simples. Le cuivre, par exemple, peut s'apporter tout au long de la végétation de la culture. C'est pas parce qu'on vous dit à un stade il faut l'amener. Et si on raisonne par exemple approche globale, on va éviter d'amener du cuivre qui là en ce moment va tomber majoritairement sur le sol. On attend d'être à 2 nœuds par exemple, pourquoi pas même à la dernière feuille. Et quand vous avez géré ça sur l'assolement, les problématiques de hippie 1 cm, c'est pas là le souci. C'est la même chose pour le bord, sur les colzas par exemple, en apportant une partie à l'automne, vous renforcez le colza dans l'hiver, et au printemps, si vous ne passez pas parce qu'il n'y a pas d'insectes, etc., vous ne vous obligez pas à passer pour le bord, et le bord peut être apporté plus tard en floraison, et souvent contribue à une meilleure fructification et une longueur de floraison plus grande. Donc vous voyez, les histoires de stade, c'est des repères, mais c'est en aucun cas une obligation. Voilà, c'est important de gérer sur l'assolement et d'anticiper ces problématiques pour valoriser justement les biostimulants. Alors maintenant, on va parler un petit peu de prairies, car on a souvent la question sur la chaîne, et il ne faut pas oublier les prairies, parce qu'une prairie, ça se cultive. Alors depuis longtemps, vous me parlez de la gestion des prairies en fertilisation. Alors j'aimerais vous dire qu'en réalité, une prairie, ça se gère comme les autres cultures, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes problématiques. On a souvent l'image, et j'en ai parlé au salon dans les interventions, de la prairie
naturelle, miraculeuse, avec un sol vivant, que tout va bien en dessous, etc. Mais c'est pas la réalité. Dans la majorité des cas, c'est pas la réalité, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que souvent les parcelles de prairie ne sont pas les moins humides de la ferme. Si elles ont été mises en prairie, et d'ailleurs avec intelligence de nos anciens, parfois on n'a pas voulu les écouter en les remettant en culture et on constate la difficulté que l'on a à maintenir un niveau de production dans ces prairies justement. Alors, la prairie aussi est dépendante de la végétation qu'on a dessus et souvent c'est des racines assez superficielles. Lorsque l'on fait des profils en prairie, on a parfois des structures qui peuvent être endommagées par le piétinement des animaux, lorsqu'elles sont cultivées, récoltées par les passages de machines, les différents trafics qu'il peut y avoir lieu, et il n'y a pas toujours de réparations qui ont lieu dans ces sols. Et l'enracinement, le chevelu racinaire des prairies a tendance à étouffer les sols, et ça c'est un peu ce qui se passe avec votre pelouse, lorsque vous voyez arriver des mousses, lorsque vous avez un peu une prairie qui jaunit, etc. Alors la tentation de les gérer qu'à l'azote, et notamment avec les difficultés parfois économiques qu'on peut rencontrer tous en agriculture, c'est vraiment une mauvaise idée. S'il y a bien une chose qu'il faut penser, c'est que pour le coup, là, le cocktail que vous allez éventuellement apporter, et puis la dynamique de votre prairie en termes de vie, d'aération, etc., va contribuer évidemment, et vous le savez encore mieux que moi, à la qualité de ce que vous allez récolter dans cette prairie et de ce que vos animaux vont éventuellement manger lors des pâturages. Donc pensez à la micro-fissuration, c'est quelque chose de très important. Les actisols que vous connaissez tous ont été créés au départ pour la vigne avec des petites dents et pour les prairies. Donc réaérer les prairies, c'est important, la scarification en est un élément, et la gestion des bases à prioriser avant tout autre. Une gestion de base tous les 5 à 6 ans, c'est quasiment indispensable dans toutes les prairies de France et souvent sous-estimé. Alors après, on a aussi quelques produits complets qui existent. Il y a des activateurs de sol qui ont des rôles très très intéressants, les TMCE, les All-Mix, sur les prairies, des actions de renforcement de la prairie, de résistance à la sécheresse, d'une meilleure nutrition globale. Pas d'ensemencement de bactéries, etc. En tout cas, à notre avis, on en a parlé justement avec les spécialistes au Salon de l'Agriculture. Voilà, tout ce qui est ensemencement, on ne voit pas pourquoi, alors que dans nos sols, on a déjà ce qu'il faut. Il faut travailler à les stimuler, à freiner les plus négatifs, et c'est un peu le rôle de ces produits, type, voilà, j'ai donné des noms, TMCE, All-Mix et autres. Voilà, donc c'est important de raisonner oligo-éléments et minéraux, gestion des bases. Et ensuite, l'azote soufré a un rôle intéressant, bien réparti, pour justement apporter un équilibre dans la durée. Voilà, les sulfates de magnésie, à défaut d'avoir de l'azote soufré, par exemple, derrière des luzernes déshydratées, derrière des luzernes fourrage, après une coupe, d'apporter un petit peu de sulfate de magnésie, donc de la késérite, du bérimag, par exemple, a un rôle très stimulant sur les bactéries d'énodosité. Donc ça, c'est très très intéressant pour stimuler vos légumineuses et vos prairies, ce qui est valable pour les cultures de légumineuses dont on a parlé tout à l'heure. Les sulfates de magnésie sont souvent les meilleures choses à apporter bien avant de la potasse sur les luzernes en quantité aussi importante qu'on le conseille, etc. Mais ça, on en parlera dans la nutrition autonome, la vidéo numéro 4 sur l'approche globale du sol à la plante. Donc vous voyez, les prairies, ça se cultive, mais ça, je pense que vous vous en doutez. La gestion des bases est souvent sous-estimée, c'est la dernière chose que je vous dirais par rapport à ça. Alors maintenant, je vais vous faire un petit retour du Salon de l'Agriculture.